Je remercie Léa d'avoir organisé cet exposé. Je remercie également tous les participants d'être venus. L'éthique et enseignement chez Emmanuel Levinas autour de la figure de maître dans Totalité Infinie. Comme le thème de l'enseignement ou le thème de la figure de maître chez Levinas est peu discuté, c'est-à-dire c'est un thème marginal, je vous explique tout d'abord la problématique générale de mon mémoire. La figure de maître occupe une place équivoque dans Totalité Infinie, qui est l'un des ouvrages majeurs d'Emmanuel Levinas. D'un côté, cette figure sert d'exemple privilégié de la totalité d'autrui. On sait fort bien que Levinas se réfère à l'idée de l'infini chez Descartes, afin d'esquisser la structure formelle du rapport de moi à autrui. Mais cette idée cartésienne, qui paraît vide, au moins en apparence, n'est pas suffisante pour Levinas. Il va jusqu'à la déformaliser ou encore la concrétiser pour que la relation entre moi et autrui ne se réduise pas à la relation purement simplement formelle. Il faudrait donc que le mouvement de moi envers autrui soit à chaque fois qualifié comme amour ou haine, comme obéissance ou commandement, ou apprentissage ou enseignement, etc. Et c'est la citation de Levinas. Autrui comme maître, c'est cette figure-là qui lui permet d'accomplir la déformalisation en question. D'un autre côté, pourtant, la raison pour laquelle Levinas a choisi la figure de maître est loin d'être évidente. En effet, Levinas identifie, me semble-t-il, purement simplement autrui au maître, en disant par exemple que, je cite, la profonde essence du langage réside dans l'irréversibilité de la relation entre moi et autre, dans la maîtrise du maître coïncidant avec sa position d'autre et d'extérieur. Il en est de même de la notion de l'enseignement qui fait corps avec la figure de maître, c'est-à-dire que la figure de maître se confond avec autrui et la notion d'enseignement s'assimile hâtivement à la relation dite éthique entre moi et autrui. Or, les textes de Levinas rédigés après la Deuxième Guerre mondiale et tout au long des années 1950 nous permettraient de trouver quelques repères afin de savoir pourquoi les termes tels que maître et enseignement sont introduits dans Totalité Infinie. Pour ce qui est de ces textes confessionnels, Levinas écrit à cette époque-là de nombreux articles sur l'éducation juive, et ce, en tant que 6e directeur de l'école normale israélite orientale à Paris, l'ouverte en novembre 1946. Disons en passant que Levinas commence à travailler dans cette école en tant que surveillant depuis le début des années 1930, après avoir terminé sa thèse sur la phénoménologie husserlienne. Cette école normale est fondée à Paris en 1866-7 et son but principal est de former les jeunes professeurs qui vont enseigner dans les écoles juives. Levinas assume la direction de cette école pendant plus de 30 ans, jusqu'en 1979. Ce fait en quelque sorte biographique nous amènerait à dire que son activité scolaire se répercute sur ses réflexions philosophiques. S'agissant de ces textes philosophiques, il est vrai que ni le terme d'enseignement, ni celui du maître n'y apparaissent jamais. Mais les conférences inédites de Levinas prononcées au collège philosophique créé par Jean Ball nous témoignent que le thème d'enseignement est déjà introduit dans la philosophie levinasienne. Pour ne citer très rapidement que quelques exemples, dans la conférence intitulée Parole et silence, qui date des 4 et 5 février 1948, Levinas expose la thèse selon laquelle, je cite, « La pensée ne précède pas le langage, mais n'est possible que par le langage, c'est-à-dire par l'enseignement,
et par la reconnaissance d'autrui comme maître. Il faudrait également souligner qu'il donne la conférence intitulée « Les enseignements », 2 ans après la conférence « Parole et silence », c'est-à-dire c'est en 1950. Comme le montre nettement le titre de cette conférence, Levinas y utilise le terme d'enseignement au sens pluriel et tente de mettre en lumière divers aspects de ce même terme. De plus, il serait pertinent de noter ici que le thème de la signification éthique d'autrui, introduit dans la philosophie lévinasienne à partir de l'article intitulé « L'ontologie est-elle fondamentale ?» qui est paru en 1951, n'est pas encore mise au dur dans ces 2 conférences. Tout se passe donc comme si la figure de maître et la notion d'enseignement étaient introduites dans la philosophie de Levinas, indépendamment de ses réflexions sur l'éthique. Quoi qu'il en soit, tout cela nous permettrait de comprendre l'importance de la pensée sur l'enseignement dans la philosophie lévinasienne. Dès lors, il serait hâtif de conclure que le choix de la figure de maître en tant qu'exemple de l'actualité d'autrui ne se ramène seulement qu'à la préférence personnelle de Levinas. Ce qui revient à dire qu'il devrait y avoir des raisons philosophiquement justifiables pour lesquelles la relation éthique, telle qu'elle est décrite dans Totalité Infinie, déboucherait nécessairement sur une relation, si l'on peut dire, pédagogique. Notre position consiste précisément à considérer la figure de maître et la notion d'enseignement chez Levinas comme philosophème, c'est-à-dire un thème philosophique, et non pas comme un thème pédagogique ou didactique. Ce faisant, nous avons tenté, dans notre travail, de situer la pensée sur l'enseignement dans la philosophie lévinasienne, et par là de préciser le point de confluence entre éthique et enseignement chez Levinas. Plus concrètement, nous nous sommes attachés à examiner minutieusement la lecture lévinasienne de Platon, de Heidegger et de Descartes, en ne référant non seulement à la Totalité Infinie, mais aussi aux articles philosophiques de Levinas publiés depuis les années 1930. Nous avons aussi fait état de ces textes inédits, notamment de ces conférences prononcées au collège philosophique. Une telle stratégie méthodologique dans notre recherche nous a permis de mettre en lumière la genèse de la pensée lévinasienne sur l'enseignement qui se cristallisera dans Totalité Infinie. Regardez une photocopie de table des matières de mon mémoire. Et je vais récapituler les acquis essentiels de chaque chapitre de mon mémoire. Les 2 premiers chapitres de notre recherche ont eu pour but de clarifier les critiques lévinasiennes par rapport aux cibles majeures contre lesquelles Levinas élabore sa pensée sur l'enseignement. Dans le premier chapitre, nous nous sommes focalisés sur la reprise critique de la maïeutique dans Totalité Infinie. En partant de la lecture ambiguë de la philosophie platonicienne de Levinas, nous avons vérifié que cette ambiguïté se répercute sur sa lecture de la maïeutique socratique. D'une part, la maïeutique suppose l'autosuffisance de moi, de sorte que l'enseignement à travers le maïeutique se réduirait au processus fermé de la réminiscence. Réminiscence, c'est la théorie de réminiscence chez Platon. Cependant, c'est en ammonèse, en grec. Cependant, Levinas affirme d'autre part que la maïeutique socratique est légitime jusqu'à certains points, pourtant qu'elle soit la défense contre la violence d'aliénation du moi. D'où naît la question qui dirigera les développements ultérieurs de notre recherche. Comment la transitivité de l'enseignement pourrait-elle s'accomplir comme la transitivité non violente? Nous répondrons à cette question dans le cadre de notre interprétation de la théorie du langage dans Totalité Infinie. Dans le 2e chapitre, nous avons montré que la critique de la maïeutique socratique a des conséquences plus riches qu'il n'y paraît, en mettant en relief le rapport entre cette critique et le
la critique par Levinas contre la philosophie heideggerienne. En particulier, la critique de la notion de la compréhension de l'être, Seinsverstehung, dans Seinzeit. Nous avons vérifié premièrement que Levinas prend la juste mesure de cette notion heideggerienne dans ses premiers articles consacrés à l'ontologie heideggerienne, tant qu'elle nous permet de voir la nouvelle modalité de philosophie. Cette dernière consiste en ceci que la philosophie est identifiée avec l'existence concrète du Dasein. Deuxièmement, nous avons vu que Levinas en est arrivé à se démarquer de cette conception de la philosophie chez Heidegger en passant par la critique du primat de l'ontologie. Ce qui lui permet de critiquer le primat de l'ontologie se résume en deux points suivants. L'un est introduction du thème de la totalité de l'autrui qui dépasse compréhension de l'être. L'autre, c'est la description du monde autrement que Heidegger. Le premier point a conduit Levinas à réfléchir sur le langage, et le second lui a permis de séparer la philosophie de l'existence, ou plus précisément, séparer la philosophie de la vie. D'où vient la nécessité du moment où la vie pourrait s'ouvrir à la philosophie. C'est exactement ce moment que Levinas appelle enseignement. Il s'agit donc pour Levinas de rechercher la possibilité d'apprendre par-delà le comprendre. À travers tout cela, nous sommes arrivés à nous rendre à l'évidence que la notion de l'enseignement est en quelque sorte une réplique à l'ontologie heideggerienne. Contrairement aux 12 premiers chapitres de notre recherche, les 2 derniers chapitres ont eu pour but d'éclaircir d'une façon positive la notion de l'enseignement chez Levinas. Dans le 3e chapitre, nous nous sommes focalisés sur la lecture levinasienne de l'idée de l'infini chez Descartes. Dans un premier temps, nous avons vérifié que l'idée de l'infini esquisse non seulement la structure formelle de l'accueil de l'autre, mais aussi celle de l'auto-transcendance de la pensée. Cette auto-transcendance de la pensée, c'est-à-dire la pensée qui pense plus qu'elle ne pense. Cette auto-transcendance de la pensée, Levinas la considère comme l'essence de la théorie. Dans un second temps, nous avons étudié l'interprétation levinasienne du problème du cercle cartésien, afin de mieux dégager l'auto-transcendance de la pensée. Aux antipodes du cercle de la réminiscence dans la maïotique et de celui de la compréhension de l'être dans Seinzeit, le cercle cartésien nous permettrait, selon l'interprétation de Levinas, de voir la manière dont la pensée se produit à travers la rencontre de l'autre. Pour le dire concrètement, étant donné que l'infini est chez Descartes la cause de l'existence de cogito, la production de l'idée de l'infini, c'est-à-dire, selon un néologisme de Levinas, l'infinition, est un événement à travers lequel le cogito entre dans la relation avec ce qui lui précède absolument. De ce fait, nous avons établi que l'autre transcendance de la pensée serait une réflexion qui consiste à réfléchir au-delà de la capacité à réfléchir. Elle permet ainsi au cogito de sortir de l'ignorance foncière de sa propre origine. Cette mise en question de moi est donc digne d'être qualifiée d'enseignement. Or, la mise en question de moi n'est rien d'autre que la définition de l'éthique dans totalité infinie. Par où nous avons confirmé formellement le point où l'enseignement levinasien conflue avec son éthique. La relation entre le cogito et son origine est précisément celle entre la créature et la créature. En effet, Levinas pose la question de la création dans sa lecture de Descartes. Il s'agit pour Levinas de préciser le moment où j'apprends le fait d'avoir été créé. En nous référant à la notion levinasienne de la créaturialité, nous avons mis en relief le lien entre l'enseignement et la création dans la philosophie de Levinas. Le but du dernier chapitre est de déformaliser l'idée de l'infini cartésien dans la relation langagière entre moi et autrui. Nous avons commencé par reprendre la critique levinasienne de la maïotique du point de vue du langage. Cette critique nous a permis de saisir les grandes lignes de la théorie levinasienne du langage,
Il s'agit de clarifier comment établir la relation entre moi et autrui dans le discours, sans pourtant supposer la communauté préétablie entre les deux. Il importe pour Lévinas de mettre en évidence le moment où commence le discours. Après avoir examiné la fonction libératrice du langage, nous nous sommes focalisés sur l'analyse lévinasienne du commandement afin de dégager la force sous-jacente à la situation de face à face. Cette force s'articule en deux aspects. L'un consiste à obliger à entrer dans le discours et l'autre à fonder l'universalité de la raison. C'est la citation de Lévinas. Alors, ce qui fait problème, c'est de savoir comment la transitivité du commandement pourrait s'échapper à la violence. Violence au sens de l'aliénation du moi. L'analyse par Lévinas de la structure du commandement nous a montré que la réception du commandement est loin de m'aliéner un événement de subjectivation à travers lequel je deviendrai le sujet qui répond à autrui. Dans ce sens, c'est le dialogue dans le face-à-face qui rend possible la transitivité non violente. La question reste de savoir comment la transitivité non violente du commandement se lie avec l'enseignement. Cette question nous a conduit à élucider un autre aspect de la force de face-à-face, à savoir la force en tant que ce qui fonde l'universalité de la raison. Nous avons dégagé, en passant en revue la description lévinasienne du monde, c'est ainsi, que c'est autrui qui constitue le moment de commencement du savoir, au sens où il met en question de mon exercice naïf du savoir. En nous référant à la notion de l'attention, nous avons vu que le face-à-face dans le discours me permettrait de modifier ma relation avec les choses et, par là, de placer les choses dans la perspective d'autrui. À travers tout cela, nous pourrions dire que ce qu'appelle Lévinas la vraie universalité de la raison réside en capacité de se mettre en question et de s'ouvrir au monde dans l'accueil d'autrui. C'est dans ce sens que Lévinas soutient que le face-à-face est un lieu où lui, la rationalité première. Pour conclure, nous ramasserons ce que nous avons analysé dans notre recherche sur trois points. Premièrement, notre lecture de la philosophie lévinasienne nous permet de dire que la pensée lévinasienne sur l'enseignement s'est élaborée, d'une part, à partir de ses réflexions menées après la Deuxième Guerre mondiale et tout au long des années 1950, et d'autre part, à partir de sa lecture de l'histoire de la philosophie. Cela revient à dire que l'introduction de la figure du maître dans Totalité Infinie ne se réduit pas tout simplement à l'activité scolaire de Lévinas à l'école normale israélite orientale, ni à sa préférence personnelle. Deuxièmement, notre interprétation de la pensée lévinasienne sur l'enseignement propose la possibilité de lire la philosophie de Totalité Infinie comme une sorte de théorie du savoir. Comme nous l'avons montré, c'est autrui qui rend possible le commencement du savoir, malgré le fait qu'il s'échappe lui-même au domaine du savoir. Dans cette mesure, il serait exact de dire que la figure de maître et la notion d'enseignement expriment l'intention de Lévinas de fonder le savoir sur la relation éthique entre moi et autrui. D'où nous pourrions dire, troisièmement, qu'il y a la nécessité pour Lévinas de thématiser l'enseignement dans le cadre théorique de Totalité Infinie. Plus qu'un exemple privilégié, la figure de maître est structurellement intégrée dans cet ouvrage. Je vous remercie.